Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 19h au sommaire de cette édition. Votre émission, l'entretien du dimanche, a reçu pour vous Madame Innocentia Minerve Aladagbe. Elle est présidente de l'ONG Endo Bénin. Elle est revenue sur le mal qu'est l'endométriose ainsi que les solutions pour lutter efficacement contre cette pathologie. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, la Journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque 16 octobre à la veille d'une telle commémoration. Le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a adressé un message dont vous aurez la teneur. Et puis, nous irons au Cameroun pour finir. La crise anglophone secoue toujours certaines régions du pays. Les autorités ont procédé à l'adoption d'un statut spécial, une mutation constitutionnelle dans l'ensemble controversé dans le pays. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le 16 octobre de l'année 2022. Je l'annonçais en titre, votre émission L'entretien du dimanche a reçu pour vous Madame Minerve Innocentia Aladagbe. Elle est revenue sur ce mal qu'est l'endométriose, encore tabou dans certaines localités de notre pays, ainsi que les différentes luttes qu'elle mène efficacement face à cette pathologie. On va l'écouter, un extrait de cet entretien. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette maladie peut empêcher la femme de concevoir. Parce que cette maladie trouve sa force dans les ovaires. Il s'agit en fait du reflux des règles. Il y a un retour par rapport à la menstruation de la femme et ça se retrouve un peu partout dans les cavités. Et l'endométriose, ce n'est pas une maladie qui touche simplement l'ovaire, ça peut toucher n'importe quel organe du corps. Il y a certaines, elles sont obligées de se faire ôter. J'ai entendu une qui me dit, je vais me faire enlever l'utérus. Et je lui ai dit, mais si tu te fais ôter l'utérus, tu ne règles pas le problème. Parce que la maladie, elle nourrit par les ovaires. Et à chaque fois que la femme, elle a ses menstrues, les ovaires, il y a des hormones qui sont libérées. Et tout ça augmente l'élévation de cette maladie-là. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour organiser une séance de dépistage. Et pour cette séance de dépistage, l'ONG compte mettre un accent particulier sur les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Sur les femmes qui souffrent de règles douloureuses, nous allons appeler ces femmes-là. C'est vrai, nous avons déjà une liste de pas mal de femmes. Là où nous allons faire les sensibilisations, nous essayons de faire un recensement et là, nous restons en contact avec ces femmes-là. Nous allons leur faire appel au moment venu et nous allons leur dire comment ça va se passer. Dans l'anonymat, bien sûr, personne ne sera exposé et ça se fera aussi avec l'accompagnement du gouvernement. Parce que question de santé, tout le monde ne sait pas bien d'exposer la santé de l'autre. Oui. Donc, il y aura vraiment un encadrement. Elles auront des carnets de suivi. Là, ça va leur permettre, n'importe où elles iront, d'autant plus qu'elle a son carnet sur elle, on peut déjà avoir une idée de savoir à quel degré elle se retrouve par rapport à la maladie. Ce qu'on a l'habitude de lui faire comme en traitement, s'il n'y a pas ce traitement-là, on peut quand même trouver quelque chose de similaire pour pouvoir soulager cette femme-là si elle se retrouvait en pleine crise. Voilà. Et à long terme, on aura un centre. Ça, j'y tiens fortement. Il faut d'abord faire quelque chose que vous allez apporter aux autorités pour leur montrer, c'est ce que nous avons pu faire. Nous avons besoin de votre accompagnement. Il y aura des amendements. Et bientôt, le Bénin aussi aura son plan stratégique de lutte contre l'endométriose. Et avec l'accompagnement des autorités de notre pays, nous allons y arriver. Et ça va être mis en place pour permettre aux femmes de savoir que désormais au Bénin, il y a une prise en charge. C'est important la prise en charge. Tout le monde n'a pas la capacité de subvenir sur fonds propres à ces dépenses-là. On parle maintenant de ce 16 octobre où est célébrée de par le monde entier la Journée mondiale de l'alimentation. À la veille d'une telle commémoration, le ministre béninois en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Kossi-Dossoui, a revenu sur une adresse à la nation. Suivez. Chers compatriotes, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 16 octobre 2022 la 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Instituée depuis 1981 à l'initiative de la FAO, la Journée mondiale de l'alimentation a pour but de mobiliser les ressources
et la conscience à l'action collective en faveur des victimes de la faim et de la malnutrition. Malgré les progrès considérables accomplis à travers le monde pour assurer à tous un accès durable à une alimentation suffisante et nutritive, les défis de la faim, de la malnutrition, de la dégradation des ressources naturelles et des inégalités sociales demeurent. En effet, la faim dans le monde est de nouveau en hausse après une période de régression. Dans le même temps, l'échéance de 2030 des agendas objectifs de développement durable, au cœur desquels se trouve l'objectif faim zéro, est à nos jours à nos portes. C'est donc à juste titre que le thème retenu par la FAO cette année est intitulé « Ne laissez personne de côté ». Alimentation, amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie. Fin de citation. Ce thème appelle aussi bien à une convergence d'engagement et d'action des gouvernements, du secteur privé, des institutions de recherche, des héros de notre alimentation pour une transformation rapide de nos systèmes alimentaires, mais aussi une redistribution équitable des ressources. Au thème du PAG 2016-2021, des progrès importants ont été réalisés dans le secteur agricole, portant essentiellement sur l'élaboration et la mise en œuvre de 6 projets phares: la promotion des filières à haute valeur ajoutée, la promotion des filières conventionnelles, la promotion des filières lait et viande, la promotion de la consommation domestique, le programme de développement de la basse et moyenne valeur de l'UEME, et je n'oublie pas bien entendu le programme de développement de la mécanisation agricole. Prenons maintenant la direction de l'Assemblée nationale où quelques jours après le vote de certaines lois, une certaine confusion semble régner au sein de l'opinion en public. James William Gbagidi, le porte-parole de l'hémicycle, a tenu à faire des clarifications conceptuelles. On l'écoute. J'ai vu des organes très sérieux dire que le président de la République pourra suspendre les peines. De telle manière que beaucoup de nos compatriotes retiennent d'ores et déjà que les députés, par le vote qu'ils ont récemment effectué, ont donné la possibilité au pouvoir exécutif de remettre en cause le travail accompli par la justice. En parlant de suspension de peine, on laisse entrevoir une entorse que peut décider de rechef le président de la République et l'appliquer à une décision de justice censée être devenue définitive. En réalité, la loi ne donne pas au président de la République le pouvoir de suspendre une peine privative de liberté, ni même aucune autre forme de peine. Ceci n'est pas de son ressort. Il s'agit plutôt de la suspension de l'exécution de la peine. Ce n'est pas la même chose. En d'autres termes, le juge aura déjà achevé son travail, qui est de connaître des faits, de les apprécier, de prononcer son jugement, ou son arrêt, ou tout autre acte, qui serait alors devenu définitif. Appel, ou même en dernière instance. C'est seulement après cela que la peine aura déjà commencé à être exécutée par le prévenu arrêté et détenu donc, que le président de la République pourra intervenir. Mais cette intervention n'est pas une intervention cavalière. Elle se fonde sur des motifs comme la bonne conduite du détenu, de la personne détenue, ou sur des considérations d'ordre humanitaire ou social significatives. Et encore, il faut
que la personne détenue ait demandé que sa peine soit suspendue dûment et que cet avocat ait mené cette démarche en son nom ou que lui-même ait mené cette démarche et qu'au-delà même de cette demande, une commission, celle qui est en charge de la surveillance des prisons, constate que la conduite de la personne concernée nécessite effectivement que l'on prenne en compte sa demande. Toujours au cours de cette conférence de presse, le porte-parole de l'Assemblée nationale a revenu sur les différentes implications de cette loi et il a profité pour envoyer les hommes et femmes des médias à tout faire pour élucider les zones d'ombre au sein de l'opinion publique. On l'écoute une fois encore. Le président de la République, après avis de la commission de surveillance saisie et le rapport rendu par le ministre en charge de la justice, peut donc prendre une telle décision. Je dois préciser qu'au cas où cette suspension est acquise, c'est pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois. Si, au bout de 5 ans, la personne demande le renouvellement de cette suspension et que ce renouvellement est accordé, on arrive donc à une durée de 10 ans. Si dans cette période de 10 ans, il n'y a pas eu révocation de la suspension de peine pour une raison ou pour une autre, la période de 10 ans donne lieu, la consommation de la période de 10 ans donne lieu à ce que la suspension de peine produit désormais les effets d'une grâce présidentielle. Ce qui signifie que la personne ne va pas retourner en prison. Je vous serais donc gré, pour finir, de prendre en compte et de faire valoir auprès du public, de vos lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes, cette nuance qui est importante, que nous n'avons pas mise en avant quand nous avons fait nos premières publications. Je parle de nous les journalistes. Car à l'image du vote de loi d'amnistie ou de la grâce présidentielle qui constituent des pratiques admises dans les sociétés démocratiques, comme la nôtre bien sûr, ces pratiques n'étant pas des immixtions de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire, ne peut apparaître comme une immixtion dans l'acte, dans la liberté de la justice au Bénin. De l'Assemblée nationale, retour à Cotonou pour parler du mois du consommant local. Quelques jours après son lancement officiel, des acteurs de la chaîne de production alimentaire se sont retrouvés autour de certains panels pour discuter des questions qui les touchent. C'était le cas vendredi dernier des éleveurs de bovins. Voici pour plus de précision ce reportage. C'est un panel de discussion qui s'ouvre dans le prolongement des activités inscrites au programme du mois du consommant local. Les acteurs majeurs de la chaîne d'élevage échangent autour des questions cruciales, notamment les goulots d'étranglement à lever pour donner à ce secteur son plein essor. C'est avec les entrepreneurs, ceux qui veulent quand même prendre aussi part, c'est-à-dire faire marcher leurs entreprises au niveau de l'élevage aussi. Parce qu'il ne faut pas que ça soit seulement des entreprises qui sont occupées par d'autres choses. Aussi l'élevage, avec le boom qui veut se créer au Bénin, il faut que les entrepreneurs se positionnent. Donc nous avons essayé d'échanger avec eux pour leur dire qu'il y a des opportunités qui s'offrent au niveau de l'élevage aussi. Et nous pensons aussi que ce projet-là, avec ce qu'on est en train de voir, ça va créer des emplois. Parce qu'il faut faire les fourrages. Ces fourrages-là, si c'est fait, les jeunes qui n'ont pas accès à beaucoup de choses pourront le faire et vendre. Parce que vous avez vu aujourd'hui, le pâturage devient rare, mais il faut que les animaux trouvent à manger. Et dans ce cas-là, il faut produire. Et pour dire qu'il n'y a pas d'emploi, je pense qu'un jeune se met dedans et lui-même, il produit le fourrage et il essaie de garder quelques animaux
d'ici 5 ans, il va devenir aussi un employeur d'autres jeunes encore qui veulent s'initier dedans. L'activité d'élevage requiert des préalables, au nombre desquels l'accès à un foncier sécurisé. Pour y arriver, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, PROSER, a associé les élus locaux et communaux au processus. Plusieurs autres opportunités sont expliquées aux participants à cette discussion. On peut retenir qu'il y a plusieurs opportunités d'affaires, donc sur plusieurs maillons de la filière des chaînes de valeur, comme au niveau de l'approvisionnement en aliments bétail par rapport au fourrage, surtout aussi par rapport à la disponibilité des produits vétérinaires et par rapport à la filière lait et viande, parce qu'à l'issue de la mise en œuvre du projet, il y aura beaucoup de la productivité qui va augmenter au niveau de ces animaux. Et donc, le fait qu'il y ait plus de lait et plus de viande, il y a des opportunités au niveau des industries locales pour pouvoir fabriquer soit du fromage ou du yaourt made in Bénin et avoir de la viande de bonne qualité. On retient notamment au sorti des échanges que la filière de l'élevage est bien porteuse pour l'économie béninoise, si tant est que les acteurs saisissent les opportunités qui leur sont offertes. Allons maintenant au Cameroun pour finir. Il y a une adoption qui fait couler beaucoup d'encre et de salive 3 années après la tenue du grand dialogue national. La crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest a gagné en complexité. L'octroi du statut spécial à ces 2 régions anglophones est loin de faire l'unanimité sur son efficacité à ramener la paix dans cette partie du pays où sévissent depuis 6 années déjà des groupes armés et sécessionnistes. Pour rappel de mémoire, le gouvernement camerounais avait convier les acteurs au grand dialogue national du 30 septembre au 4 octobre 2019. Voilà, mesdames et messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Ne manquez pas de nous suivre également sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter et YouTube, ainsi que sur notre application. C'est le www.benin-eden.tv. Merci à toutes et à tous et bon début de semaine.